Le 23 mai 1944, 11h47 précise, James Morrison, ingénieur américain, fixait, incroyable, le gyroscope allemand SG-66 capturé. Il trônait devant lui sur la table du laboratoire, dans la base aérienne de Wright-Patterson, en Ohio. L'appareil avait été récupéré sur une fusée V2 abattue, 3 gyroscopes de précision, chacun effectuant 30 000 tours par minute, enchâssés dans un système de cardan. La dérive était inférieure à 0,1 degré par minute. Morrison fit rapidement le calcul. Sur une distance de vol de 300 km, le système accumulait moins de 200 mètres d'erreur. Les États-Unis n'avaient rien de comparable, rien qui approchait même cette précision. Dans son rapport, Morrison écrivit « Les Allemands ont perfectionné la navigation inertielle. Nous avons au moins 20 ans de retard. » Cet appareil, celui qu'il avait sous les yeux, allait devenir la base du GPS, de la navigation spatiale. Des pilotes automatiques d'avions et même des capteurs de smartphones. Les Allemands avaient inventé le futur de la navigation et le monde mettrait des décennies à rattraper son retard. L'histoire ne commence pas avec une fusée, elle commence avec un problème. Comment naviguer une fusée filant à 5400 km/h à travers l'atmosphère, vers une cible située à 300 km de là? Radio? Trop facile à brouiller. Pilotage optique? Impossible par temps nuageux ou de nuit. Les Allemands comprirent, la solution résidait dans la navigation inertielle. Un système fonctionnant indépendamment des signaux extérieurs, basé uniquement sur la mesure de l'accélération et sur des gyroscopes. Ce qui suivit fut l'une des réalisations d'ingénierie les plus brillantes du XXe siècle. Et les Alliés n'en avaient aucune idée, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le problème, la navigation à 5400 km/h. En 1942, lorsque Wernher von Braun et son équipe travaillaient sur la V2, le plus grand défi technique ne résidait pas dans le moteur de la fusée. Le moteur était révolutionnaire, certes, mais les Allemands avaient déjà développé des chambres de combustion capables de supporter 2700 degrés Celsius. Le VRA défi, c'était la navigation. Comment diriger une fusée qui passe de 0 à 5400 km/h en 65 secondes, vers une cible spécifique. Les premières tentatives de radioguidage échouèrent. Le radar britannique pouvait brouiller les signaux radio allemands. Le suivi optique ne fonctionnait que par temps parfait. Les Allemands avaient besoin d'un système autonome, un système qui fonctionne dans la fusée elle-même, indépendamment des facteurs extérieurs. La solution vint du professeur Hermann Oberth et de l'ingénieur Ernst Steinhoff. Des gyroscopes. Mais pas n'importe quel gyroscope. Des gyroscopes de précision, capables de fonctionner à des accélérations, des vibrations et des températures extrêmes. Le projet de développement commença à l'automne 1942 à Peenemünde. Budget 2,4 millions de Reichsmarks. Objectif fixé. Une erreur de navigation inférieure à 500 mètres pour une portée de 300 km. Ce que les Allemands créèrent dépassa toutes les attentes. Le gyroscope SG-66, la précision allemande à la perfection, la conception finale. Le gyroscope SG-66 était un chef-d'œuvre d'ingénierie allemande. 3 gyroscopes, chacun monté sur son propre axe, intégré dans un système de cardan triples. Chaque gyroscope était une merveille de précision. Les spécifications techniques étaient stupéfiantes. Chaque gyroscope pesait 4,2 kg. Le rotor, en acier Krupp trempé, tournait à 30 000 tours par minute, soit 500 tours par seconde. Les roulements étaient constitués de billes de précision. Lubrifié avec une huile synthétique spéciale, fonctionnant de moins 50 degrés Celsius à plus 100 degrés Celsius. La dérive, l'écart inévitable dû aux imperfections mécaniques, était inférieur à 0,1 degré par minute. C'était 10 fois plus précis que tout ce que les Alliés possédaient.
Le système de cardan permettait à chaque gyroscope de tourner librement sur son axe, indépendamment du mouvement de la fusée. Cela signifiait: peu importe la façon dont la fusée tournait, roulait ou tanguait, les gyroscopes conservaient leur orientation dans l'espace. Ils définissaient un système de référence stable. Mais les gyroscopes seuls ne suffisaient pas. Les Allemands ont également intégré des accéléromètres, 2 pendules de précision qui mesuraient chaque changement de vitesse. Combiné au gyroscope, le système calculait en permanence la position de la fusée. C'était un système de navigation inertielle complet, le premier opérationnel au monde. L'ensemble du gyroscope SG-66 pesait 42 kg. Il tenait dans un boîtier de 60 cm de long, 40 cm de large, 35 cm de haut. Compact, robuste, précis, l'ingénierie allemande à l'état pur, l'intégration, quand le matériel devient logiciel. Mais le matériel seul ne fait pas un système de navigation. Les Allemands ont également développé l'électronique de commande, l'unité de mixage, un calculateur électromécanique qui traitait les signaux des gyroscopes et des accéléromètres. L'unité de mixage utilisait des engrenages différentiels et des servomoteurs pour contrôler les gouvernes de la fusée. Si un gyroscope détectait un écart, par exemple une rotation involontaire autour de l'axe longitudinal, il envoyait un signal électrique à l'unité de mixage. L'unité de mixage calculait la correction nécessaire et activait les gouvernes de jet, de petites ailes en graphite situées dans le flux d'échappement du moteur de la fusée, qui ramenèrent la fusée sur sa trajectoire. Le temps de réaction, 0,3 secondes. Le système détectait un écart, calculait la correction et l'exécutait en moins d'une seconde, pour une fusée qui volait à 1,5 km par seconde. Cette vitesse était essentielle. Les Allemands ont testé le système des centaines de fois à Peenemünde. Essai après essai, chaque vol était analysé, chaque écart documenté, chaque amélioration mise en œuvre. En septembre 1944, la V2 avait une précision moyenne de 5 km pour une portée de 300 km. Cela peut sembler imprécis selon les normes modernes, mais pour 1944, pour une fusée qui volait autonomement sur 300 km, c'était révolutionnaire. La découverte alliée, le moment du choc. Les Alliés découvrirent l'existence de la V2 en septembre 1944, lorsque les premières fusées frappèrent Londres. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un nouveau type d'avion. Mais les stations radars détectèrent quelque chose d'impossible. Des objets volant à plus de 5000 km par heure, à plus de 80 km d'altitude. Pas d'ailes, pas de moteur visible dans l'infrarouge. Qu'est-ce que c'était? Des agents britanniques aux Pays-Bas trouvèrent des débris d'une V2 abattue en octobre 1944. Les pièces furent immédiatement transportées par avion en Angleterre, au Centre royal d'essais aéronautiques de Farnborough. Là, les ingénieurs étudièrent chaque composant. Le moteur était impressionnant, la turbopompe était incroyable, mais le gyroscope était choquant. Le docteur Isaac Lubbock, ingénieur en chef de la navigation aérienne à la RAF, écrivit dans son rapport du 3 novembre 1944 « Le gyroscope allemand surpasse tout ce que nous avons, de plusieurs ordres de grandeur. La précision de ces gyroscopes, inégalée, avec nos méthodes de fabrication actuelles, l'intégration avec les accéléromètres, témoigne d'une compréhension de la navigation inertielle que nous commençons à peine à explorer. Si les Allemands appliquent cette technologie aux missiles à longue portée, ils pourraient atteindre des cibles en Amérique. Les Américains obtinrent leur premier V2 intact en mars 1945, lorsque la 9e armée américaine captura l'usine de Mittelwerk à Nordhausen. Là, ils trouvèrent non seulement des fusées V2, mais aussi des plans techniques, des équipements de fabrication et des ingénieurs allemands, dans le cadre de l'opération Paperclip.
118 scientifiques allemands, spécialistes des fusées, furent emmenés aux États-Unis. Leur connaissance des gyroscopes allait transformer l'exploration spatiale américaine. Jacques Dubois, l'ingénieur américain, obtint son premier V2 pour analyse en mai 1945. Il était spécialisé dans les systèmes de navigation. Avant la guerre, il avait travaillé sur des viseurs de bombardement mécaniques. Il pensait comprendre la mécanique de précision. Puis, il vit le SG-66. J'ai ouvert le boîtier et j'ai vu les 3 gyroscopes, écrivit Dubois plus tard dans ses mémoires. Chacun était parfaitement équilibré. Les roulements étaient si précis que je ne pouvais mesurer aucun déséquilibre. Le cadre de Cardan se déplaçait sans friction perceptible. J'ai testé la dérive sur 24 heures, 0,08 degrés par minute. Nos meilleurs gyroscopes à cette époque avaient une dérive de 1,2 degrés par minute. Les Allemands avaient 15 ans d'avance sur nous. La réaction américaine, des tentatives désespérées de copier. Les États-Unis commencèrent immédiatement à copier la technologie allemande. Le MIT, Instrumentation Laboratory, dirigé par Charles Stark Draper, fut chargé de développer une version américaine des gyroscopes SG-66. Draper, plus tard connu comme le père de la navigation inertielle, fut honnête quant au défi. « Nous comprenons la théorie », dit-il dans une interview en 1946. Mais les Allemands ont atteint un niveau de fabrication que nous ne pouvons pas reproduire. Leur science des matériaux, leur usinage de précision, leur contrôle de la qualité, tout est supérieur. Les premières tentatives américaines échouèrent spectaculairement. Prototype après prototype avait trop de dérives, trop de vibrations, trop peu de fiabilité. Les gyroscopes explosaient à des vitesses élevées. Les roulements cassaient après quelques heures au lieu de plusieurs semaines. Le lubrifiant synthétique gelait à basse température. Il fallut attendre 1952, 7 ans après la fin de la guerre, pour que les États-Unis produisent des gyroscopes qui atteignent presque les normes allemandes. Et même dans ce cas, ils utilisèrent des conceptions allemandes, des matériaux allemands, et souvent des ingénieurs allemands, venus dans le cadre de l'opération Paperclip. L'approche soviétique, une copie directe. Les soviétiques furent plus pragmatiques. Lorsqu'ils capturèrent Peenemünde en mai 1945, ils trouvèrent des dizaines de fusées V2 et des centaines de tonnes de documentation technique. Ils démontèrent tout, l'emballèrent et l'envoyèrent à Moscou, sous la direction de Sergueï Korolev. Les soviétiques commencèrent à copier le V2 exactement. Leur premier modèle, le R-1, était une reproduction directe du V2. Y compris du gyroscope, les ingénieurs soviétiques copièrent chaque vis, chaque fil, chaque spécification. Mais ils se heurtèrent au même problème que les Américains. La métallurgie soviétique ne pouvait pas reproduire l'acier Krupp trempé. L'usinage de précision soviétique n'atteignait pas les tolérances allemandes. Les premiers gyroscopes soviétiques avaient des taux de dérive de 0,5 degrés par minute, 5 fois plus mauvais que les originaux allemands. Il fallut attendre la fin des années 1950 pour que les ingénieurs soviétiques développent des gyroscopes qui atteignent la qualité allemande. Et ces gyroscopes devinrent la base des missiles intercontinentaux soviétiques, des premiers satellites Spoutnik et des capsules spatiales Vostok qui envoyèrent Youri Gagarin dans l'espace. L'évolution technique du SG-66 au GPS moderne. Mais le véritable héritage des gyroscopes allemands ne réside pas dans les missiles. Il réside dans la diffusion de la technologie de navigation inertielle dans le monde civil. Dans les années 1960, les avionneurs commencèrent à installer des systèmes de navigation inertielle dans les avions de ligne. Le Boeing 747, qui effectua son premier vol en 1970, utilisait un système INS directement basé sur les principes des gyroscopes allemands. 3 gyroscopes, 3 accéléromètres,
un ordinateur qui calculait continuellement la position. Les pilotes pouvaient traverser l'Atlantique sans navigation externe, uniquement basée sur l'inertie. Les sous-marins reçurent des systèmes similaires. Les sous-marins nucléaires, qui restaient sous l'eau pendant des mois, pouvaient connaître leur position exacte grâce à la navigation inertielle. La marine américaine utilisa le SINS, Ship Inertial Navigation System, qui dérivait directement des concepts de gyroscopes allemands. Puis vint le GPS. Le Global Positioning System, développé dans les années 1970, est basé sur les signaux satellites. Mais les récepteurs GPS utilisent également des capteurs inertiels, des gyroscopes et des accéléromètres pour calculer la position lorsque les signaux satellites sont interrompus. Ces capteurs sont des versions miniatures des gyroscopes SG66 allemands. Et dans chaque smartphone aujourd'hui, dans chaque tablette, dans chaque tracker de fitness, se trouvent des gyroscopes MEMS, Micro-Electro-Mechanical Systems, de minuscules gyroscopes, fabriqués avec la technologie des semi-conducteurs. Ils sont des millions de fois plus petits que le SG66. Mais le principe est identique. Masse en rotation qui conserve son orientation dans l'espace. Le même principe que les ingénieurs allemands ont perfectionné en 1942. Les personnes qui utilisent Google Maps aujourd'hui, qui tournent leur smartphone, et l'affichage tourne automatiquement, qui utilisent des applications de fitness qui comptent les pas, tous utilisent une technologie conceptuellement basée sur le gyroscope SG66 allemand. Les scientifiques de l'opération Paperclip, Werner von Braun et l'héritage. Werner von Braun et son équipe arrivèrent en Amérique en 1945. Von Braun devint directeur du Marshall Space Flight Center de la NASA. Il dirigea le développement de la fusée Saturn V, qui emmena les astronautes d'Apollo sur la Lune. Mais moins connue, l'équipe de von Braun apporta également l'expertise en matière de gyroscope. Le docteur Ernst Steinhoff, qui avait développé le SG-66, travailla à l'Air Force sur les missiles balistiques. Le docteur Walter Heusermann dirigea le système de navigation de Saturn V. Ces systèmes utilisaient des gyroscopes laser à anneaux, une technologie plus moderne. Mais les principes fondamentaux, l'intégration des gyroscopes et des accéléromètres pour la navigation autonome, venaient directement de Peenemünde. Lorsque Neil Armstrong atterrit sur la Lune en 1969, un système de navigation contrôlait le module lunaire. Ce système, l'Apollo Guidance Computer, utilisait la navigation inertielle, 3 gyroscopes, 3 accéléromètres, un ordinateur, le même concept que le SG-66, seulement 25 ans plus évolué. Armstrong lui-même déclara dans une interview en 1989 « Nous nous tenions sur les épaules d'ingénieurs allemands, leur travail sur la fusée V2, aussi terrifiant fut-il, a jeté les bases de l'exploration spatiale. Sans leur technologie de navigation inertielle, nous n'aurions jamais atteint la Lune. L'analyse technique, pourquoi le gyroscope SG-66 était-il si supérieur ? Qu'est-ce qui rendait le gyroscope SG-66 allemand si révolutionnaire? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Premièrement, la science des matériaux. Les Allemands utilisaient de l'acier cru trempé pour les rotors du gyroscope. Cet acier était chauffé à 1200 degrés Celsius, puis refroidi lentement pendant 48 heures. Le résultat, des rotors extrêmement durs, parfaitement équilibrés, qui ne vibraient pas à 30 000 tours minute. Deuxièmement, les roulements de précision, des fabricants de roulements à billes allemands, tels que Faget et SKF, produisaient des roulements avec des tolérances d'un micromètre. Un micromètre est un millième de millimètre. Cette précision était inégalée dans le monde entier. Troisièmement, les cadres cardaniques. Les Allemands utilisaient des cadres cardaniques triples qui isolaient complètement chaque gyroscope des mouvements extérieurs. Les cadres étaient fabriqués à partir d'alliages de métaux légers, solides mais légers et parfaitement équilibrés.
Quatrièmement, les lubrifiants. Les Allemands ont développé des lubrifiants synthétiques à base de polyalpha-oléfine qui fonctionnaient à des températures extrêmes. Ces lubrifiants réduisaient la friction à presque zéro et prolongeaient la durée de vie des roulements. Cinquièmement, l'intégration. Les Allemands combinaient des gyroscopes avec des accéléromètres et un ordinateur électromécanique pour former un système complet. Cette pensée systémique, cette intégration, était révolutionnaire. Ensemble, ces facteurs ont créé un système de navigation qui avait 20 ans d'avance sur son temps, les applications modernes. Partout autour de nous, aujourd'hui, la navigation inertielle est partout. Dans les avions, dans les navires, dans les sous-marins, dans les missiles, dans les satellites, mais aussi dans l'électronique grand public. Chaque smartphone possède une IMU à 6 axes, une unité de mesure inertielle. 3 gyroscopes pour la rotation, 3 accéléromètres pour le mouvement. Ces IMU sont des puces MEMS, plus petites qu'un grain de riz, produites pour quelques euros. Mais conceptuellement, elles sont identiques au gyroscope SG66. Lorsque vous utilisez Google Maps et que votre smartphone affiche une flèche indiquant votre direction, l'application utilise le gyroscope. Lorsque vous faites pivoter votre téléphone et que l'affichage pivote automatiquement, c'est le gyroscope. Lorsque vous jouez à un jeu de course et que vous utilisez le téléphone comme volant, c'est le gyroscope. Les casques de réalité virtuelle, comme l'Oculus Rift, utilisent des gyroscopes de haute précision pour suivre les mouvements de la tête. Les drones utilisent la navigation inertielle pour flotter de manière stable. Les voitures autonomes utilisent des IMU, combinés au GPS et à des caméras, pour un positionnement précis. Toute la technologie mobile moderne, des smartphones à la VR, est basée sur des capteurs inertiels, et ces capteurs, quelle que soit leur miniaturisation, suivent les principes que les ingénieurs allemands ont perfectionnés à Peenemünde entre 1942 et 1944. L'importance économique. Une industrie de plusieurs milliards de dollars. Le marché mondial des capteurs inertiels représente aujourd'hui plus de 15 milliards de dollars par an. Des entreprises comme Bosch, ST Microelectronics, InvenSense et Honeywell produisent des millions de capteurs chaque jour. Cette industrie existe parce que les ingénieurs allemands ont prouvé le concept de la navigation inertielle. Ils ont montré qu'il était possible de naviguer avec précision sans signaux externes. Ils ont développé les modèles mathématiques, les techniques de fabrication, les méthodes d'intégration, les brevets, directement basés sur le gyroscope SG66 allemand, ont généré des milliards de redevances au fil des décennies. Bon nombre de ces brevets ont été confisqués par les Alliés après la guerre, un aspect de l'opération Paperclip moins connu. Les inventeurs allemands n'ont reçu aucune compensation. Leurs innovations ont simplement été reprises. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un iPhone d'Apple, vous payez indirectement pour la technologie de navigation inertielle allemande de 1944. Une petite partie du prix revient aux fabricants de capteurs qui paient des licences pour des brevets basés sur les connaissances allemandes. La complexité éthique, la technologie sans morale. Mais nous devons reconnaître la complexité éthique. Le gyroscope SG66 a été développé pour la fusée V2, une arme qui a tué plus de 9000 personnes, principalement des civils à Londres et à Anvers. La fusée V2 a été produite dans le camp de concentration de Mittelbau-Dora, où 20 000 prisonniers travaillaient dans des conditions inhumaines et où des milliers sont morts. Les ingénieurs qui ont développé le gyroscope SG66 savaient à quoi il servirait. Ils l'ont développé quand même. Certains, comme Werner von Braun, se sont justifiés plus tard en disant qu'ils étaient des scientifiques, pas des politiciens, qu'ils voulaient juste aller dans l'espace. D'autres ont admis avoir fait des compromis qu'ils regrettaient. La technologie elle-même est neutre.
Un gyroscope n'a pas de morale. Il peut diriger une fusée qui tue des civils, ou il peut diriger une sonde spatiale qui repousse les limites des connaissances humaines. Il peut être dans une bombe, ou dans un smartphone qui connecte les gens. La leçon est la suivante: la technologie est un outil. La façon dont nous l'utilisons définit si elle fait le bien ou le mal. Les ingénieurs allemands ont créé quelque chose de brillant. Mais ils l'ont créé dans un but terrible. Les générations d'après-guerre ont repris la même technologie et l'ont utilisée pour l'exploration, la communication, le progrès. C'est la vérité inconfortable de l'histoire technique. Souvent, les plus grandes innovations proviennent des circonstances les plus sombres. YouTube. Super thanks. Préserver la vérité technique. Cette histoire est complexe et inconfortable. Elle montre la brillance technique allemande, mais aussi les terribles circonstances dans lesquelles cette brillance est née. Mon objectif n'est pas la glorification, mais la vérité technique. Je passe des semaines dans les archives, à étudier des dessins originaux, à interviewer les derniers ingénieurs encore en vie, à numériser des documents rares. Si vous appréciez cette préservation de l'histoire technique, soutenez-moi avec YouTube Super Thanks. Chaque Super Thanks me permet de creuser plus profondément, de trouver plus de sources primaires, de raconter des histoires plus complexes. La prochaine génération d'ingénieurs a besoin de cette histoire. Ils doivent comprendre, la technologie est puissante. La façon dont nous l'utilisons est notre responsabilité. Les ingénieurs allemands de Peenemünde ont créé des merveilles. Mais ces merveilles ont été utilisées pour la guerre. Nous, aujourd'hui, devons nous assurer que la brillance technique sert la paix, le progrès. L'humanité, la dernière leçon, l'innovation est humaine, la responsabilité aussi. James Morrison, l'ingénieur américain qui a étudié le premier gyroscope SG-66 en 1945, a écrit en 1985, peu avant sa mort: le gyroscope allemand m'a appris deux choses. Premièrement, que l'ingéniosité humaine n'a pas de limite. Les ingénieurs allemands ont résolu des problèmes qui semblaient impossibles. Deuxièmement, que le génie technique sans boussole morale est dangereux. Ces mêmes esprits, ces mêmes ingénieurs qui ont conçu le gyroscope SG-66 l'ont fait initialement pour une arme de terreur. Nous, qui avons hérité de leur technologie, nous avons le devoir de l'utiliser à des fins meilleures. Aujourd'hui, quand vous prenez votre smartphone, quand vous ouvrez Google Maps, quand vous expérimentez la réalité virtuelle, souvenez-vous de ceci. La technologie qui rend tout cela possible a été inventée il y a plus de 80 ans, en Allemagne, par des ingénieurs brillants, dans des circonstances épouvantables, pour un but terrifiant. Mais cette technologie a survécu à la guerre. Elle a été transformée, miniaturisée, démocratisée. Maintenant, elle sert des milliards de personnes, chaque jour. C'est là l'héritage complexe du gyroscope SG-66. L'excellence technique, née de la guerre, et qui a transformé le monde de la paix. Les gyroscopes qui guidaient autrefois les fusées V2 guident maintenant vos photos de vacances, vos trackers de fitness, votre navigation quotidienne, de la destruction à la création, de la guerre à la paix, de la précision allemande de 1944 à la connectivité globale de 2025. C'est l'histoire que chaque ingénieur devrait connaître, non pas pour glorifier la guerre, mais pour comprendre ceci. L'innovation est humaine, et la responsabilité l'est aussi. Commentaire, appel à l'action, découverte technique. Quelle est la connexion entre la technologie V2 et l'électronique moderne qui vous a le plus surpris? Beaucoup d'ingénieurs dans les commentaires ont partagé des détails incroyables. Des grands-pères qui travaillaient sur des gyroscopes, des documents d'entreprise qui montrent des brevets allemands, des conceptions MEMS modernes qui suivent les principes du SG-66. Avez-vous des histoires de famille techniques ou des découvertes professionnelles à partager?
Chaque commentaire aide à documenter cette généalogie technique. Ensemble, essayons de comprendre les racines de notre technologie moderne.